Salutations et bienvenue sur la chaîne où nous plongeons dans les énigmes du cosmos, un bâillement à la fois. Ce soir, nous embarquons pour un voyage à travers le temps, pas seulement des siècles ou des millénaires, mais des milliards d'années, dans un passé lointain, pour explorer comment l'évolution a façonné le corps humain en la merveille intrigante, vieillissante et parfois maladroite qu'il est aujourd'hui. Avant de plonger dans les océans anciens et de poser le pied sur des rivages préhistoriques, je suis curieux de connaître votre localisation dans le monde. Quelle heure est-il dans votre petit coin de l'univers en ce moment? Partagez dans les commentaires ci-dessous et découvrons qui nous rejoint ce soir. Si vous trouvez la détente dans le domaine de la science, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à envisager de vous abonner. Cela contribue grandement à la croissance de ce coin paisible d'Internet. Et rassurez-vous, l'algorithme ne pose aucune menace. Juste pour vous prévenir, cette vidéo pourrait être suffisamment captivante pour vous garder éveillé involontairement. Si c'est le cas, au moins vous serez au liu en découvrant comment votre colonne vertébrale a évolué à partir d'une nageoire de poisson. Pas une mauvaise échange. Alors, ajustez votre oreiller, relâchez votre respiration et laissez vos pensées vagabonder. Le récit de votre corps commence bien avant votre naissance, avant les humains, avant les mammifères, même avant l'apparition du premier système nerveux. Commençons. Posons le décor. La Terre, il y a environ 3,8 milliards d'années. L'atmosphère est toxique. Les mers regorgent de produits chimiques et la vie nocturne consiste en des éclairs frappant des flaques d'acides aminés. Un cadre romantique quelque peu rude mais captivant. Cela ne marque pas l'aube des humains ou des animaux, mais la genèse même de la vie. Pendant cette époque, la Terre était encore en train de se refroidir après sa création tumultueuse. Les volcans émettaient des gaz, des astéroïdes visitaient sporadiquement. La vie a commencé spontanément au milieu du chaos, avec la chimie complexe de l'existence qui se déployait silencieusement. Les scientifiques ne sont pas certains des origines précises de la vie. Quiconque affirme le contraire est probablement trompeur ou vend de la pseudoscience. Cependant, il existe des théories plausibles. La notion dominante suggère que des molécules de base se sont progressivement combinées pour former des chaînes élaborées, créant des acides aminés, des lipides et des sucres dans un mélange connu sous le nom de soupe primordiale. Lorsqu'elles ont été combinées avec des charges électriques et une activité volcanique sur des millions d'années, ces composés ont conduit à l'émergence des premières cellules. Ces organismes initiaux, appelés prokaryotes, incarnaient la simplicité au premier stade de la vie. Ils manquaient de noyaux et d'organelles, ne possédant qu'une membrane fragile, du matériel génétique et la capacité de se reproduire. Imaginez une petite jelly bean ambitieuse à l'échelle microscopique et vous serez proche de leur visualisation précise. Pendant des milliards d'années, la vie a persisté uniquement sous forme d'entités unicellulaires, absorbant des nutriments et proliférant sans cesse, comme des pionniers du télétravail sans les contraintes des réunions ou des déplacements. Puis, un événement clé s'est produit lorsqu'une cellule en a englouti une autre sans la digérer, donnant naissance à une relation symbiotique. La cellule englobée contribuait à la production d'énergie, tandis que la cellule hôte offrait un abri. Cette symbiose a engendré la cellule eucaryote, introduisant des compartiments internes tels que le noyau, les mitochondriés et les chloroplastes, semblables à un passage d'un studio à un manoir doté d'un personnel. Ce saut en complexité a permis aux cellules eucaryotes d'accomplir davantage de fonctions, de devenir plus grandes et de se spécialiser, devenant ainsi les unités fondamentales de toute vie complexe, y compris celle des humains en temps voulu. Mais ne sautons pas trop vite. Prenons plutôt le temps de reconnaître les réalisations évolutives étonnantes jusqu'à présent. Des roches inanimées aux molécules autoréplicantes, en passant par les organismes unicellulaires, jusqu'aux cellules dotées de sources d'énergie interne et d'une aptitude à la collaboration. Le processus s'est déroulé sans plan ni intention, uniquement guidé par la chimie, le hasard et une détermination inébranlable à survivre. L'évolution est un voyage non guidé, sans résultat prédéterminé ni perfection, caractérisé par la diversité, la survie et l'héritage.
Si une mutation génétique améliore les chances de survie d'un organisme, elle persiste. Sinon, la nature, en tant que critique la plus sévère, n'hésite pas à l'éliminer. Une transformation clé durant cette époque a été l'émergence de la photosynthèse. Lorsque les cellules ont découvert par hasard comment exploiter la lumière du soleil pour produire de l'énergie, agissant comme la première technologie solaire. Ces pionniers de la photosynthèse, ayant avant leur temps, ont involontairement libéré de l'oxygène dans l'atmosphère, modifiant finalement la planète de manière irréversible. Cet événement notable d'oxygénation a exterminé de nombreuses formes de vie incapables de tolérer l'oxygène, tout en facilitant l'émergence d'organismes plus efficaces respirant l'oxygène, semblable à une mise à niveau d'un générateur à manivelle vers un réacteur à fusion dans le cadre de l'évolution. En conséquence, des cellules complexes respirant l'oxygène ont évolué, leur permettant de s'organiser en structures plus élaborées, au-delà d'entités solitaires, tout en conservant le paradigme unicellulaire pendant des milliards d'années en raison de la complexité de la multicellularité. La collaboration, la communication et l'autocontrôle, comparables à partager pacifiquement une salle de bain avec plusieurs colocataires, représentaient des défis importants. Avec le temps, certaines cellules ont réussi cette transition, aboutissant à la formation d'organismes multicellulaires. En parvenant avec succès, les cellules sont restées ensemble, chacune se spécialisant dans des tâches et initiant la formation de colonies de base. Cette image évoque un scénario où les cellules se répartissaient les responsabilités, comme une cellule se déplaçant, une autre digérant, et Bob gérant la reproduction, ce qui a jeté les bases des tissus et des organes. Cependant, il a fallu beaucoup de temps avant que des animaux reconnaissables n'émergent. À cette époque, les principaux protagonistes étaient minuscules, mous et imperceptibles sans aide. Malgré leur taille minuscule, ils ont méticuleusement posé les bases de la diversité des formes de vie qui allaient apparaître par la suite. Le concept est étrangement rassurant, n'est-ce que pas? Votre corps complexe peut être retracé à d'anciens processus chimiques et à des expériences sur des cellules uniques. Chaque partie de vous, de vos yeux à vos os, en passant par votre souffle, porte des indices de cette histoire ancienne et profonde. En substance, vous incarnez l'héritage évolutif d'idées audacieuses du passé. Bien que nous ayons progressé considérablement depuis les premières bulles de vie instables, nous portons encore leur héritage. Par exemple, vos mitochondries sont des descendantes de bactéries englouties, votre ADN raconte une histoire d'expériences réussies et de circonstances favorables, et même vos cellules entrent en conflit pour des ressources, une tradition qui remonte à des milliards d'années. Ainsi, lorsque vous faites face à de petites contrariétés comme vous cognez l'orteil ou égarez vos clés, rappelez-vous que votre corps est résilient. Il n'a pas été conçu pour être parfait, mais pour endurer les défis. Compte tenu de ses origines modestes, cette résilience est vraiment remarquable. Il y a longtemps, la vie était solitaire. Les cellules individuelles se déplacèrent de manière indépendante, accomplissant leurs fonctions telles que manger, se diviser et occasionnellement muter. Ce scénario ressemblait à un équivalent biologique de tout le monde travaillant à distance en tenue confortable, ce qui aboutissait à un système très efficace. Un changement significatif s'est produit dans le comportement cellulaire il y a environ 2 milliards d'années, lorsque certaines cellules ont décidé d'explorer une nouvelle approche, le travail en équipe. Cela a marqué le début de la multicellularité, une avancée évolutive majeure dans laquelle les cellules travaillaient ensemble dans des collaborations biologiques structurées. L'initiative exigeait que chaque cellule joue un rôle spécifique en permanence, favorisant un niveau de coopération sophistiqué sans précédent dans l'histoire de la vie. Initialement réticentes au partage du pouvoir, les cellules ont progressivement adopté la collaboration grâce à des mécanismes évolutifs astucieux, comme la formation de colonies de cellules génétiquement identiques. Ces colonies, semblables à des introvertis se réunissant pour un club de lecture, ont ensuite évolué pour se spécialiser dans différentes fonctions telles que la digestion, le mouvement et la reproduction. Cette spécialisation a permis aux organismes de devenir plus grands, de vivre plus longtemps et d'accomplir des tâches plus complexes.
Cependant, avec une interdépendance accrue, la nécessité pour les cellules de développer la confiance et des compétences en communication est devenue essentielle pour prévenir des problèmes comme le cancer, où une seule cellule rebelle pourrait causer des ravages. Au fil du temps, les cellules ont mis en place des mécanismes pour communiquer, coordonner et réguler efficacement les unes avec les autres au sein d'un organisme multicellulaire, ressemblant à un département des ressources humaines microscopiques. L'adhésion cellulaire était essentielle au développement de la construction de la société, permettant aux cellules de se coller ensemble grâce à des protéines à leur surface. Sans ces connecteurs moléculaires, vous ne seriez qu'une collection désorganisée de cellules se déplaçant sans but. Par la suite, la signalisation cellulaire a émergé comme un moyen pour les cellules de communiquer et de répondre à leur environnement, en transmettant des messages tels que le besoin de plus d'oxygène, l'arrêt de la croissance, la sensation de satiété ou l'indication qu'il est temps de se diviser. Cette communication intercellulaire était vitale, semblable à la coordination d'un projet de construction sans langage commun. L'évolution a abordé cela en créant des systèmes de communication moléculaires. Au fil du temps, à mesure que les cellules amélioraient leur adhésion et leur communication, certains groupes ont évolué vers des corps entièrement intégrés, comme les éponges, l'un des premiers exemples d'organismes multicellulaires, Simple-Kib. Ces organismes manquaient d'organes et de nerfs, mais comportaient divers types de cellules travaillant ensemble pour des fonctions essentielles. Après les éponges, des créatures plus complexes avec des couches tissulaires organisées sont apparues, permettant une meilleure alimentation, un mouvement accru et, finalement, une pensée rudimentaire. Le succès de la multicellularité a été grandement influencé par la symétrie dans les plans corporels. Les premiers êtres multicellulaires présentaient diverses formes, mais les symétries radiales et bilatérales sont devenues des types prédominants. La symétrie radiale, que l'on retrouve chez les méduses et les anémones de mer, se caractérise par des parties du corps disposées autour d'un axe central, ce qui est idéal pour dériver et percevoir dans toutes les directions. D'un autre côté, la symétrie bilatérale, comme chez l'humain, avec des côtés gauche et droit distincts, s'est avérée avantageuse pour un mouvement dirigé, avec une tête distincte pour mener la marche. Cette avancée a introduit un changement significatif qui a finalement conduit au développement de systèmes nerveux complexes, d'yeux et, des millions d'années plus tard, d'écouteurs. Avec la symétrie est apparue la céphalisation, un concept sophistiqué qui consiste à privilégier les composants cruciaux à l'avant. Les organes sensoriels et les cerveaux ou protobrènes ont commencé à se regrouper à une extrémité du corps, améliorant ainsi l'interaction des créatures avec leur environnement. C'est comme si nos cellules comprenaient que pour progresser, nos yeux et notre cerveau ne devaient pas être situés à l'arrière. Ces innovations initiales ont ouvert la voie à l'explosion cambrienne, un spectacle évolutif à venir avec des structures corporelles étranges et merveilleuses. Même avant cette explosion de biodiversité, la multicellularité s'était révélée être une stratégie réussie, permettant à la vie de s'étendre, de se diversifier et de devenir plus ambitieuse. Ce développement a conduit à la création de tissus, d'organes et de systèmes, servant de fondation à toutes les plantes, animaux et fongies connus. C'est aussi pour cette raison que vous pouvez actuellement vous asseoir et écouter cette vidéo avec un corps composé de trillions de cellules qui ont décidé de coopérer pour votre bénéfice plutôt que d'agir indépendamment. Bien que ce système ne soit pas exempt de défauts, la multicellularité présente des défis tels que le cancer, le vieillissement et les problèmes auto-immunes. Cependant, dans l'ensemble, c'était un risque qui a donné des résultats remarquables. Alors, la prochaine fois que vous admirez un arbre, caressez un chat ou simplement vous grattez le coude, rappelez-vous que chaque action résulte de nombreuses cellules contribuant à un partenariat harmonieux qui a vu le jour il y a des milliards d'années lorsque quelques cellules isolées ont réalisé que l'unité était supérieure. Prenons un instant pour reconnaître votre colonne vertébrale. Cette structure osseuse fine qui court le long de votre dos fait plus que simplement soutenir votre posture lorsque vous utilisez votre téléphone. La structure incroyable qui permet des activités telles que marcher, danser,
faire un câlin et même reconnaître des faits aléatoires comme le fait que les méduses n'ont pas de colonne vertébrale est véritablement une merveille. Mais vous êtes-vous déjà demandé l'origine de cette merveille d'ingénierie? Pour élucider ce mystère, nous devons remonter très loin dans le temps, bien avant l'existence des humains, des mammifères ou même des poissons. L'histoire de la colonne vertébrale commence avec une créature dépourvue d'os. Parlons de la notocorde. Il y a environ 500 à 550 millions d'années, à une époque où la plupart des animaux étaient sans forme et manquaient d'organisation. Certaines créatures ressemblant à des vers ont développé une tige rigide mais flexible le long de leur dos. Cette tige, appelée notocorde, n'était pas un os mais ressemblait plutôt à du cartilage. Néanmoins, elle offrait à ces créatures une structure. Imaginez essayer de naviguer dans de la gelée sans pagaie. C'était la vie avant la notochorde. Grâce à elle, ces premiers habitants aquatiques pouvaient contracter des muscles de chaque côté de leur corps et se déplacer de manière ciblée. L'évolution a célébré cette innovation. Ces créatures portant la notocorde font partie d'un groupe appelé les cordés, qui inclut étonnamment les humains. Si vous êtes déjà demandé s'il existait des similitudes entre vous et une acidie, eh bien, maintenant vous le savez. Les cordés ont été les premiers animaux à présenter le plan fondamental d'une colonne vertébrale, d'une corde nerveuse centrale, d'une queue, bien que temporaire lors du développement, et de fentes branchiales, même chez l'humain, mais de manière fugace avant la naissance. Finalement, certains de ces êtres à cordes dorsales ont progressé davantage en développant des vertèbres, de petits segments d'os ou de cartilage qui encadraient la moelle nerveuse pour la protéger et la soutenir. Et ainsi, le vertébré est apparu. Ce saut évolutif était monumental. Avec un squelette osseux, les animaux pouvaient devenir plus grands, se déplacer avec une plus grande efficacité et protéger leurs fragiles cordons nerveux des petits accidents de la vie, comme entrer en collision avec des rochers, prédateurs, ainsi que leur propre espèce. Il faudra admettre qu'un squelette offre une structure pratique pour soutenir les muscles et les nerfs. Ces premiers vertébrés vivaient dans l'eau et ressemblaient à des poissons blindés sans mâchoire. Pas vraiment ceux qui remportent des concours de beauté, mais innovants à leur manière. Avec le temps, les vertébrés se sont diversifiés, certains développant des mâchoires pour se nourrir, d'autres faisant évoluer des nageoires paires pour la navigation, et quelques-uns devenant les ancêtres des amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères, une famille très étendue. En revenant à la colonne vertébrale, pourquoi est-elle si cruciale? Premièrement, il sert de système de soutien principal pour votre corps, reliant votre tête, vos côtes et vos membres. Sans lui, vous ne seriez essentiellement qu'une collection désorganisée de parties du corps, aussi charmante soit-elle, mais incapable de pratiquer le yoga. De plus, la colonne vertébrale abrite la moelle épinière, qui agit comme le réseau de communication du corps, transmettant des signaux entre le cerveau et le reste du corps. Que vous souhaitiez gigoter vos orteils ou ressentir une douleur après vous être cogné, la colonne vertébrale sert de conduit à ces messages. Nos colonnes vertébrales modernes sont des produits impressionnants d'une adaptabilité évolutive, étant à la fois robustes et flexibles, protectrices et mobiles. Cependant, elles ont aussi leurs limites. Les colonnes vertébrales humaines n'étaient pas à l'origine conçues pour marcher debout, car nos ancêtres se déplaçaient à quatre pattes. La transition vers la bipédie était comparable à la transformation d'un pont suspendu en un gratte-ciel. Cela fonctionne, mais entraîne des conséquences telles que des douleurs lombaires, des disques herniés et parfois des grognements lorsque l'on se lève d'une chaise. Néanmoins, la marche en position verticale a apporté des avantages importants, comme libérer nos mains, modifier les pratiques d'accouchement et potentiellement influencer la cognition. Il sera temps d'aborder ce sujet plus en détail plus tard. En ce moment, prenons un instant pour admirer comment la simple notocorde s'est transformée en la fondation du règne animal. Étonnamment, même des animaux auxquels on ne s'attend pas possèdent une variation de cette structure. Des oiseaux? Absolument. Des serpents? En effet. Des requins? Bien que leur squelette soit cartilagineux, ils disposent également de colonnes vertébrales. Chaque fois
Que vous voyez un animal effectuer une activité coordonnée, qu'il s'agisse d'un chien poursuivant sa queue ou d'un écureuil effectuant un saut audacieux entre les branches, vous assistez au travail de la colonne vertébrale. Elle ne représente pas seulement un os, mais l'incarnation du progrès biologique. La colonne vertébrale a permis aux créatures d'évoluer pour devenir plus rapides, plus intelligentes et plus adaptables. Elle a facilité l'escalade, la natation, la course et, finalement, s'asseoir sur des chaises et réfléchir excessivement aux interactions sociales. Il est vraiment étonnant que votre colonne vertébrale complexe se soit développée sur des millions d'années grâce à des modifications progressives et incrémentielles. Aucun être vivant n'a consciemment choisi de posséder une colonne vertébrale. Elle s'est plutôt améliorée progressivement avec le temps. Grâce à des mutations et à de légères améliorations transmises de génération en génération, un petit groupe de poissons osseux a finalement porté le plan squelettique de tous les vertébrés futurs, y compris les humains. Par conséquent, la prochaine fois que vous ressentez une douleur au dos après une longue journée ou que vous entendez un craquement satisfaisant lorsque vous ajustez votre cou, prenez un moment pour exprimer votre gratitude à vos ancêtres, les voyageurs primitifs et gélatineux des océans anciens qui ont ouvert la voie à la structure, au mouvement et à la résilience. Lorsque la vie a eu besoin d'une colonne vertébrale, l'évolution a répondu. Si vos jambes se sentent fatiguées, vous pouvez en attribuer la cause à ces poissons. Pas n'importe quel poisson, mais des poissons spécifiques d'il y a environ 375 millions d'années qui ont décidé de se détourner de la vie aquatique. Ils ne portaient pas de bagages, mais ils portaient des os robustes, entreprenant le voyage laborieux vers l'évolution. La transformation des créatures aquatiques en animaux terrestres a été un changement évolutif majeur dans l'histoire de la vie sur Terre. Les poissons, équipés de colonnes vertébrales et de nageoires, ont pris la décision audacieuse d'explorer la Terre, riche en insectes et en air respirable. Avant ce changement crucial, l'océan regorgeait de vie, tandis que la Terre restait principalement inexplorée, à l'exception des plantes et de quelques invertébrés courageux. Le terrain était prêt pour que l'évolution trouve une créature capable de combler le fossé entre l'eau et la terre. Tiktaalik, symbolisant cette transition, possédait des caractéristiques de poisson ainsi qu'une tête plate et même un cou, une caractéristique rare chez les poissons. Il avait des nageoires avec des structures osseuses ressemblant à la conception de base des bras et des jambes, un motif qui se retrouve dans les membres humains. Bien que Tiktaalik ne se déplaçât pas en marchant comme un lézard, il se déplaçait probablement en sautant et en se tortillant dans l'eau peu profonde, utilisant ses nageoires robustes pour manœuvrer sur la surface boueuse. Les raisons de cette migration de l'eau vers la terre pouvaient inclure des facteurs environnementaux tels que la sécheresse des étangs, la compétition pour la nourriture ou l'attraction de ressources inexplorées sur la Terre. La capacité de se soutenir et de respirer de l'air dans des eaux peu profondes est devenue avantageuse pour des créatures comme Tiktaalik dans ce voyage de transformation. Les niveaux d'eau diminuaient, offrant un avantage à ces créatures dotées de poumons primitifs et de nageoires puissantes. Certains poissons avaient commencé à développer des poumons primitifs en parallèle de leurs branchies, comme un système de secours. Ces premiers poumons ont finalement évolué pour devenir les poumons modernes que nous avons aujourd'hui, tandis que d'autres se sont transformés en vessies natatoires chez les poissons actuels. L'adaptation au cours de l'évolution a conduit à l'apparition de poissons possédant à la fois des poumons et des nageoires solides, qui ont finalement prospéré sur la terre ferme en tant qu'amphibiens, les premiers vertébrés à le faire. Ces amphibiens, ressemblant à des salamandres, avaient besoin d'eau pour se reproduire et pour garder leur peau humide, mais devenaient de plus en plus à l'aise sur la terre sèche. La transition vers la terre a ouvert de nouvelles opportunités, car celle-ci était riche en nourriture et dépourvue de prédateurs vertébrés. Les premiers tétrapodes, vertébrés à 4 membres, prospéraient dans cet environnement hostile en adaptant leur corps. Les membres ont évolué à partir de nageoires aplaties avec des articulations, développant au fil des millions d'années des épaules, des coudes, des poignets, des hanches, des genoux et des chevilles pour faciliter le mouvement et la marche. La transformation des nageoires en jambes a été progressive.
guidés uniquement par des avantages en termes de survie et de reproduction. Pour soutenir leur poids sur la Terre, la colonne vertébrale et les côtes sont devenues plus solides, avec un épaississement des vertèbres, une expansion des côtes et un renforcement de tout le squelette. La peau a également subi des changements pour s'adapter à la menace constante de se dessécher sur la Terre. Les amphibiens ont rencontré des défis dans ce nouvel environnement, mais ont progressivement réussi à s'adapter pour prospérer. Survivre dans des environnements humides était nécessaire pour ces créatures. Avec le temps, leurs descendants se sont adaptés en développant une peau plus épaisse et plus imperméable, semblable à celle des reptiles et des mammifères d'aujourd'hui. Les adaptations des sens étaient également cruciales. La transmission du son diffère entre l'air et l'eau, et les yeux ont dû s'ajuster à des niveaux de lumière variables. L'odorat est devenu un sens plus important, en particulier pour les habitants de la Terre qui devaient naviguer différemment. L'évolution a répondu à ces besoins en améliorant les oreilles internes, en perfectionnant le nez et en introduisant des paupières. Alors que les poissons ne clignent pas des yeux, grâce aux amphibiens, nous le faisons. La transition vers la Terre a présenté de nouveaux défis, incitant la vie à s'adapter et à évoluer. Les amphibiens ont ouvert la voie aux reptiles, mieux adaptés aux environnements secs, ce qui a conduit à l'évolution des oiseaux et des mammifères. Ces groupes ont hérité et modifié les plans initiaux de leurs premiers ancêtres en s'ajustant à divers environnements. Malgré ces adaptations, la structure fondamentale est restée cohérente. Un os, deux os, plusieurs os et des doigts. Que vous soyez une personne regardant une vidéo sur YouTube, une chauve-souris ou une baleine, vos membres peuvent être retracés jusqu'aux nageoires expérimentales des premiers poissons. Il est fascinant de considérer que nos mains, capables de tâches complexes comme écrire ou ouvrir des pots, sont basées sur un design ancien, inspiré par des poissons qui ont quitté l'eau pour explorer la Terre à la recherche de nouvelles opportunités. La prochaine fois que vous vous promenez, prenez un moment pour apprécier vos proches éloignés du période dévonienne, dont les actions ont lancé une transformation majeure dans l'histoire naturelle. En transformant des nageoires en pieds, ils ont modifié le cours de la vie sur Terre. Bien que la peau ne reçoive pas toujours la même reconnaissance que le cerveau ou le cœur, elle a joué un rôle crucial dans cette évolution. En composant de la poésie sur les cellules épidermiques, rappelez-vous que votre peau est une merveille de conception évolutive. Elle sert de bouclier polyvalent, de régulateur de température, de moyen de communication, d'organe sensoriel et de votre première défense contre le monde extérieur. Malgré ses nombreuses fonctions, elle peut encore poser problème avec des démangeaisons inattendues. L'évolution n'a pas commencé avec la perfection, mais avec une simple membrane, semblable à une fine bulle huileuse enfermant les premières formes de vie. Cette membrane agissait comme une barrière, séparant l'intérieur de l'extérieur. À mesure que la vie évoluait vers des organismes multicellulaires et s'aventurait sur la terre ferme, la peau devint essentielle. Les premiers animaux multicellulaires avaient probablement des couches de cellules de base formant leur revêtement extérieur, appelé tissu épithélial. Cette couche offrait non seulement une protection, mais facilitait également l'absorption des nutriments et la détection de l'environnement. C'était comme une version primitive d'un écran tactile, simple mais prometteuse. À mesure que les animaux se diversifiaient et s'adaptaient à de nouveaux environnements, la peau devait évoluer. Les créatures aquatiques nécessitaient une peau glissante et protectrice, utilisant du mucus et des écailles pour réduire la friction lors de la nage et se défendre contre les parasites. La transition vers la terre ferme présentait de nouveaux défis, car l'air sec menaçait la survie des cellules délicates. Les animaux terrestres avaient besoin d'une peau pour prévenir la perte d'eau par évaporation. La nécessité d'une peau capable de retenir l'humidité tout en permettant la respiration. La sensation et l'interaction avec l'environnement étaient une exigence importante. L'évolution a répondu à ce besoin progressivement en développant différentes couches. Chez les amphibiens, la peau est restée fine et poreuse, dépendant de l'humidité pour la respiration. Ce qui explique pourquoi les grenouilles évitent les vacances dans le désert. Les reptiles, quant à eux, ont introduit la kératine en tant que protéine robuste et fibreuse, semblable à une armure biologique, superposant leur peau
pour prévenir la perte d'eau et prospérer dans des conditions arides. La kératine est également responsable de la formation des écailles, des plumes et d'autres caractéristiques. Les mammifères, comme nous, ont suivi une voie différente, avec une peau composée de couches distinctes, chacune ayant une fonction spécifique. L'épiderme pour l'étanchéité, le derme pour abriter les nerfs et les vaisseaux, et l'hypoderme pour le stockage de graisse et la régulation de la température. Cette combinaison agit comme un outil polyvalent, offrant protection, rafraîchissement, sensation et capacité d'auto-guérison. La transpiration, bien que peu glamour, sert de mécanisme de refroidissement ingénieux pour les humains, qui sont parmi les êtres les plus transpirants. Ce système nous distingue en tant que coureurs d'endurance excellents, malgré les défis liés au câlin post-course. De plus, les cheveux sont une autre caractéristique unique apportée par l'évolution. La kératine est le principal composant des cheveux. À l'origine, les cheveux ont évolué comme un moyen d'isolation pour piéger l'air et retenir la chaleur corporelle. Au fil du temps, ils ont acquis des fonctions supplémentaires telles que le camouflage, la perception sensorielle, les signaux sociaux et même des moments de contemplation existentielle chez l'humain. La pigmentation, quant à elle, est responsable des différentes nuances de la peau humaine grâce à un pigment appelé mélanine. La mélanine protège les cellules de la peau contre les radiations ultraviolettes, UV, en absorbant la lumière du soleil et en réduisant le risque de dommages à l'ADN. Les populations vivant près de l'équateur ont développé une peau plus foncée, riche en mélanine, pour se protéger contre l'intense lumière solaire, tandis que celles des régions du nord ont évolué vers une peau plus claire afin de faciliter l'absorption de la lumière du soleil pour la production de vitamine D. Cette adaptation illustre la réponse pratique de l'évolution aux facteurs environnementaux plutôt qu'un jugement. La peau joue également un rôle crucial dans la communication, en affichant des réactions telles que la rougeur en cas d'embarras, le blanchissement par peur, la transpiration en cas de nervosité et le plissement lors du rire. Elle sert de médium externe du corps, exprimant les émotions, la santé et le vieillissement. De nombreux signaux sociaux sont transmis par la peau elle-même. Malgré ses attributs remarquables, la peau est vulnérable aux dommages, aux coups de soleil, aux déchirures, aux cicatrices et au vieillissement. Elle subit une régénération et un renouvellement constant, perdant des millions de cellules chaque jour, la plupart de la poussière dans les maisons étant attribuée à la peau morte. Bien que la peau ne soit pas imperméable, sa capacité à croître, guérir, protéger et communiquer est extraordinaire. Ce n'était pas simplement une couverture, mais un écosystème complexe abritant un microbiome de bactéries, de champignons et de mythes inoffensifs qui cohabitent harmonieusement avec le corps. Visualisez la peau comme un biodôme naturel abritant une communauté diversifiée d'organismes microscopiques. Chaque fois que vous observez votre peau ou votre reflet, considérez-la comme le produit de millions d'années d'adaptation. Votre peau est résistante, intelligente, réactive et une partie intégrante de votre être tout entier. Le voyage de la vie, depuis les débuts de l'océan jusqu'à la routine quotidienne, au supermarché, constitue une connexion profonde. Bien que parfois, votre corps puisse ne pas coopérer dans certaines conditions, comme lors d'un coup de soleil ou en essayant des jeans trop serrés, il reste constamment en activité. Se renouvelant en silence, il raconte discrètement l'histoire de vos ancêtres s'adaptant à la vie hors de la mer, ce qui est tout à fait remarquable. Prenons un moment pour apprécier vos sens. Au milieu du chaos du monde, lumière, son, mouvement, pression, température, produits chimiques et pièces Lego inattendues sur le sol. Ton corps interprète habilement et constamment tout cela. Tu perçois des couleurs, entends de la musique, ressens la chaleur, goûtes au chocolat et sens la pluie, illustrant ton rôle de sponge sensorielle. Cette capacité remarquable est rendue possible grâce au plan complexe de l'évolution. Comprendre le monde ou risquer d'être prédateur. L'acte de percevoir l'environnement est une tâche ancestrale inhérente à la vie. Même les organismes les plus simples, comme les bactéries, peuvent détecter des changements dans leur environnement, tels que des produits chimiques, la lumière, la chaleur, et y répondre en conséquence. Bien qu'ils ne composent pas de poèmes sur les couchers de soleil,
ils savent où trouver de la nourriture. Cette capacité constitue le cœur de la vie. À mesure que les organismes ont évolué, passant d'êtres unicellulaires à des créatures complexes, leur besoin d'outils sensoriels avancés s'est accru. Plus leurs sens étaient aiguisés, mieux ils pouvaient naviguer, localiser de la nourriture, éviter les menaces et attirer un partenaire. L'évolution a relevé ce défi avec enthousiasme. Approfondissons le sujet des yeux, les portes d'entrée de l'âme, ou, plus scientifiquement, ces organes doux et sensibles à la lumière qui ont transformé d'anciens amas cellulaires en navigateurs habiles. Les yeux ne sont pas apparus du jour au lendemain, mais ont évolué à partir de cellules réceptrices de lumière, des protéines de base réagissant à la lumière. Même les vers plats possèdent ces taches de cellules claires et sombres, leur permettant de chercher un abri ou d'éviter le danger, bien que ce ne soit pas encore suffisant pour reconnaître des visages familiers. Après des millions d'années, au fil du temps, ces taches sur des organismes primitifs se sont transformées en forme en coupe pour détecter la direction de la lumière. Par la suite, ces coupes se sont approfondies et ont formé des petits trous ressemblant à des appareils photo primitifs. Certaines lignées plus chanceuses ont ensuite développé des lentilles, améliorant la mise au point des images, comme passer d'une Polaroid floue à une image en 4K HD cristalline. À mesure que l'évolution avançait à travers les insectes, mollusques et vertébrés, les yeux se sont diversifiés en différentes structures. Par exemple, les yeux composés des mouches sont excellents pour détecter le mouvement, tandis que les yeux de style appareil photo chez l'humain et la sèche privilégient les détails et la mise au point. Fait intéressant, les yeux humains possèdent un point aveugle dû à la connexion du nerf optique à la rétine, contrairement aux sèches dont la conception oculaire a évolué sans cette faiblesse. Les sèches ont une vision bien supérieure à celle des humains. Passons maintenant aux oreilles. L'évolution de l'ouïe a posé des défis, car le son implique des vibrations dans l'air ou l'eau. La détection de ces vibrations nécessite des capteurs mécaniques comme des poils ou des membranes qui oscillent lors de l'impact du son. Chez les organismes aquatiques primitifs, la détection des vibrations de basse fréquence se faisait par la peau et les os, mais des structures spécialisées ont évolué au fil du temps. Les poissons utilisaient des parties de leur crâne et leur vessie natatoire pour percevoir le son, tandis que les amphibiens et les reptiles ont développé des tympans pour cette fonction. Les mammifères ont innové davantage avec des osselettes de l'oreille, moyennes, appelées marteaux, enclumes et étriers, qui ont évolué à partir des mâchoires de leurs ancêtres reptiliens. Ces structures, autrefois utilisées pour mâcher, facilitent désormais l'audition chez les mammifères, permettant même d'apprécier la musique comme celle de Beethoven. De plus, l'oreille interne contribue à l'équilibre grâce à des composants remplis de liquide. Les canaux situés dans votre tête jouent un rôle crucial en informant votre cerveau de vos mouvements et de votre orientation. Ils aident votre corps à comprendre si vous tournez, penchez ou restez immobile, vous guidant sur la direction du haut. Cependant, lorsque vous descendez d'un manège, votre sens de l'équilibre peut être désorienté. Faisons maintenant attention aux sens de l'odorat et du goût, qui sont de nature chimique. Ces sens se sont développés pour reconnaître les molécules présentes dans l'air ou dans l'eau. L'odorat, également appelé olfaction, est parmi les sens les plus anciens et reste essentiel. Même les bactéries peuvent percevoir des substances chimiques. Chez l'humain, l'odorat est fortement lié à la mémoire et aux émotions. Cette connexion remonte probablement à nos ancêtres, pour qui associer des odeurs spécifiques au danger ou à la sécurité était une question de vie ou de mort. Les récepteurs olfactifs situés dans le nez captent les molécules, envoyant des signaux au cerveau, alors que les humains possèdent environ 400 types de récepteurs olfactifs. Les chiens nous surpassent avec plus d'1 millier. Ainsi, lorsque nous sentons un gâteau, nous percevons simplement un gâteau, mais un chien peut discerner la farine, les œufs, la vanille et même la fourrure de chat de votre voisin qui aurait accidentellement été mélangée à la pâte. Quant au goût, ou gustation, il est également très ancien, permettant d'identifier 5 saveurs principales: sucré, salé, acide, amer et umami. Ces saveurs servent d'indicateurs évolutifs. Le sucré indique de l'énergie,
sucre. Le salé signale des minéraux essentiels. L'acide avertit d'un éventuel dérapage. La mer indique souvent une toxicité. Et l'umami, présent dans les viandes et les bouillons, désigne les protéines. Le goût et l'odorat fonctionnent en harmonie, améliorant mutuellement leur perception. Sans l'odorat, le sens du goût diminue considérablement. C'est pourquoi la nourriture a un goût fade lorsque l'on a un rhume. Votre nez joue un rôle crucial dans l'amplification de l'expérience gustative. Enfin, il y a le toucher, le sens le plus ancien qui s'est développé en premier et qui nous accompagne tout au long de notre vie. Le toucher va au-delà du simple contact de la peau. Celle-ci contenant des récepteurs pour la pression, la vibration, la température, l'étirement et la douleur. Certains récepteurs réagissent lorsqu'un moustique se pose, tandis que d'autres répondent à une étreinte réconfortante. Chacune de ces sensations tactiles transmet des informations vitales sur le monde qui nous entoure. Une poêle chauffée. Ils envoient en permanence des signaux à votre cerveau sans que vous en soyez conscient. Le toucher joue également un rôle crucial dans la formation des liens sociaux. Les actions, telles que le toilettage, la prise de la main et l'étreinte, font partie de ce langage universel. De nombreux animaux comptent sur le contact physique pour le confort, la connexion et la survie. Le toucher d'une mère apaise un bébé, tandis qu'un chat qui ronronne peut apporter du calme à presque tout le monde. Votre peau abrite une fibre nerveuse unique appelée la fibre tactile, qui réagit spécifiquement aux caresses douces et lentes, créant une sensation agréable. On pense que ce circuit influence considérablement le bien-être émotionnel. Vos sens ne vous permettent pas seulement de percevoir le monde, mais aussi de faire percevoir le monde à vous. Observer un sourire, entendre une voix, se tenir la main ou se rappeler un parfum sont autant de façons de se connecter avec les autres. Ces systèmes sensoriels ont été développés par l'évolution non seulement pour la survie, mais aussi pour favoriser les connexions. Originaires de débuts simples comme la sensibilité à la lumière, les poils vibrants et la détection chimique dans l'eau, ils ont évolué en un système complexe qui vous ajuste continuellement à votre environnement et aux personnes à proximité. La prochaine fois que vous sentirez la pluie, écouterez de la musique, goûterez du chocolat ou ressentirez le soleil sur votre peau, rappelez-vous que vous bénéficiez de milliards d'années d'expérimentation évolutive. Bien que l'évolution n'ait pas prévu ces expériences, elle nous a d'une certaine manière accordé la capacité d'apprécier la beauté, de ressentir la chaleur et de chérir le rire de nos proches. Respirer profondément n'est pas simplement un acte banal. Cela fait partie d'un voyage évolutif remarquable qui vous relie aux poissons pulmonés, aux lézards et même à des créatures qui respirent à travers leur peau. Alors que vos poumons et votre cœur peuvent sembler être des composants routiniers de votre corps, ils sont en réalité des créations sophistiquées et anciennes, affinées au cours de centaines d'années. Pendant des millions d'années, une tâche essentielle de tous les organismes vivants a été de maintenir le flux d'oxygène. L'échange gazeux est le point de départ. Même les organismes unicellulaires les plus primitifs avaient besoin d'oxygène pour extraire efficacement l'énergie de leur environnement. L'oxygène agit comme un amplificateur de carburant très efficace, permettant aux cellules de tirer davantage d'énergie des nutriments. Cependant, le défi réside dans l'introduction initiale de l'oxygène dans le corps. Alors que les formes de vie plus simples pouvaient facilement absorber les gaz à travers leurs membranes cellulaires, les créatures plus grandes et plus complexes nécessitaient un système plus avancé. C'est là que les branchies entrent en jeu. Des structures délicates qui extraient efficacement l'oxygène de l'eau lorsqu'elle s'écoule dessus, permettant aux poissons de prospérer. Bien que les branchies soient efficaces dans l'eau, elles perdent leur fonction sur Terre, ce qui a conduit à l'évolution des poumons. Les poumons ne sont pas une évolution soudaine. De nombreux poissons primitifs possédaient des organes primitifs semblables à des poumons qui les aidaient à survivre dans des eaux pauvres en oxygène. Ces poissons, en particulier les poissons à nageoires lobées comme le tiktaalik, ont finalement donné naissance à tous les vertébrés terrestres, y compris les humains, qui ont conservé la structure de base des poumons. Les poumons humains, essentiellement deux grands organes spongieux, fonctionnent par pression négative.
La contraction du diaphragme aspire l'air, tandis que sa relaxation pousse l'air vers l'extérieur. À l'intérieur des poumons, les voies respiratoires se ramifient comme des arbres, se terminant par de minuscules sacs d'air appelés alvéoles. Les alvéoles sont le site d'échange gazeux au sein des poumons. Avec leur structure fine et humide et les vaisseaux sanguins qui les entourent, elles offrent un environnement idéal pour que l'oxygène pénètre dans le sang et que le dioxyde de carbone en sorte. Cependant, les poumons ne constituent qu'une partie du processus. Une fois l'oxygène obtenu, il doit être transporté dans tout le corps. C'est là que le cœur et le système circulatoire entrent en jeu. Au début de l'évolution, les organismes simples n'avaient pas besoin d'un cœur, car l'oxygène pouvait atteindre leur destination par diffusion en raison de leur petite taille. À mesure que les organismes grandissaient, le besoin d'un mécanisme de pompage pour distribuer les nutriments, les gaz et les déchets est apparu. Des cœurs simples ont évolué, d'abord sous forme de tubes musculaires qui se contractaient rythmiquement. Avec le temps, le système cardiovasculaire est devenu plus sophistiqué. Les poissons possèdent un cœur à 2 chambres qui reçoit et pompe le sang, permettant le transfert d'oxygène aux branchies avant de circuler dans tout le corps. Les amphibiens et les reptiles ont évolué vers des cœurs à 3 chambres pour séparer plus efficacement le sang riche en oxygène du sang pauvre en oxygène. Les oiseaux et les mammifères ont ensuite développé des cœurs à 4 chambres avec des circuits distincts pour le sang oxygéné et le sang désoxygéné. Cette avancée anatomique permet au sang fraîchement oxygéné provenant des poumons d'atteindre directement les organes essentiels sans se mélanger avec le sang désoxygéné, soutenant ainsi la vie à sang chaud. Les oiseaux et les mammifères nécessitent une énergie importante pour maintenir leur température corporelle, et leurs cœurs à 4 chambres ressemblent à des moteurs haute performance conçus pour l'endurance. Bien que cette structure cardiaque soit efficace, elle a été évoluée pour une activité soutenue plutôt que pour la vitesse. Le sang, le système de transport du corps, joue un rôle crucial en acheminant l'oxygène et les nutriments à travers le corps. Le système circulatoire transporte les nutriments, les hormones et les déchets, principalement composés d'eau et contenant des globules rouges pour le transport de l'oxygène, des globules blancs pour la défense, des plaquettes pour la coagulation et diverses substances dissoutes. Lorsque vous ressentez votre cœur s'accélérer lors d'un exercice ou d'un stress, cela signifie que votre système circulatoire travaille plus dur, en délivrant plus de sang, plus d'oxygène et tout ce dont vous avez besoin. Cependant, le véritable héros dans ce scénario est l'hémoglobine, une protéine riche en fer présente dans les globules rouges qui se lie à l'oxygène comme un taxi moléculaire. L'hémoglobine collecte l'oxygène dans les poumons, le transporte à travers les artères, le délivre là où c'est nécessaire, capte le dioxyde de carbone, puis retourne aux poumons pour un autre cycle. Elle fonctionne de manière efficace et fiable, comme un petit chauffeur Uber sans bavardage. Le système circulatoire est étroitement lié aux systèmes immunitaires et endocriniens, jouant un rôle essentiel dans la guérison et la croissance. Malgré des imperfections comme le sang qui lutte contre la gravité lors de son retour en raison de notre posture verticale, provoquant des pieds gonflés ou des étourdissements temporaires en se levant rapidement, le système circulatoire est un mécanisme remarquable de réparation autonome 24/7 qui s'adapte à chaque besoin. Bien que le cœur, les artères et les poumons puissent rencontrer des problèmes tels que l'usure, l'obstruction ou la cicatrisation, ils fonctionnent généralement de manière fiable compte tenu de leur complexité. De manière étonnante, tout ce fonctionnement complexe se produit automatiquement dans votre corps, sans effort conscient de votre part, grâce à la sagesse ancestrale transmise au fil de l'évolution de diverses espèces. Les traces de notre passé évolutif résonnent en vous. Alors, la prochaine fois que vous expirerez un soupir, fredonnerez une mélodie ou vous sentirez somnolent avant de dormir. Prenez un bref instant pour exprimer votre gratitude envers les poumons qui ont émergé de la terre, les cœurs qui pulsaient rythmiquement chez les poissons anciens, et le sang qui porte une narration plus ancienne que l'écriture. Le don de la vie n'est pas apparu soudainement. Il est arrivé progressivement, par vagues, par battements, par de subtiles améliorations. Et finalement, il vous a façonné. Votre cerveau
d'environ la taille d'un melon, se compose principalement de graisse, d'eau et d'une grande dose de positivité. Pourtant, il a la capacité de créer des mélodies, de se souvenir où vous avez perdu vos clés et d'imaginer la sensation de voyager à bord d'une comète à travers le cosmos. Tout en gérant votre respiration, vos clignements et votre pression artérielle sans la moindre objection. Cependant, le chemin pour devenir le super ordinateur puissant et complexe niché dans votre crâne n'a pas été rapide. En réalité, c'est l'une des histoires les plus vastes et complexes des annales de l'évolution. Revenons dans le passé. Les premières créatures à faire évoluer des systèmes nerveux n'étaient pas exactement des intellectuels. Considérez les méduses. Elles n'avaient pas de cerveau ni de colonne vertébrale, mais possédaient un réseau de nerfs capable de détecter le toucher, la lumière et la gravité. Ce réseau nerveux leur permettait de réagir à leur environnement. Se contracter au contact, se déplacer vers la lumière et échapper aux prédateurs, simple mais efficace. Si les méduses pouvaient en donner leur house, elles leur attribueraient sans doute 5 étoiles pour l'effort. Par la suite, la céphalisation est apparue, c'est-à-dire la concentration de cellules nerveuses à une extrémité du corps. C'était une avancée révolutionnaire. Soudain, il y avait une partie principale de l'organisme où des décisions pouvaient être formulées. Cela explique pourquoi votre tête repose sur un bout et non au milieu de votre torse, comme un bonhomme de neige biologique. Avec la céphalisation, les premiers cerveaux sont apparus, constitués de regroupements denses de neurones capables de traiter des informations et de coordonner des réponses. Même les vers possèdent des cerveaux rudimentaires. Les planaires présentent des cordons nerveux appariés et un centre de contrôle rudimentaire. Bien qu'ils ne résolvent pas des problèmes mathématiques complexes, ils sont néanmoins capables de localiser de la nourriture et de naviguer dans des labyrinthes simples, ce qui est une réussite, surtout si l'on considère que certains humains ont du mal avec cette affaire certains jours. Les premiers cordés ont développé le système nerveux central, comprenant un cerveau et une moelle épinière, permettant aux organismes de percevoir, d'interpréter et de répondre aux stimuli plus rapidement et plus efficacement. Ce système permet un traitement rapide des messages, comme la détection de menaces et l'exécution immédiate d'une réponse physique, comme fuir un danger. Au fur et à mesure de l'évolution des animaux, leurs systèmes nerveux sont devenus plus sophistiqués, avec les vertébrés développant des régions cérébrales spécialisées pour des fonctions telles que la vision, l'odorat, le contrôle moteur, la mémoire, et finalement l'introspection et l'anxiété. Une avancée majeure a été l'émergence du cerveau, la région complexe du cerveau responsable des fonctions cognitives telles que la pensée, la planification, l'imagination, ainsi que le rappel de moments embarrassants, pratiques lorsqu'on essaie de s'endormir. Les poissons et les amphibiens ont des cerveaux relativement simples, conçus pour des tâches de survie de base comme nager et chasser. Les reptiles ont augmenté la complexité de leur cerveau avec une vision et une mémoire améliorées. Cependant, les mammifères et les oiseaux ont poussé davantage le développement cérébral, notamment avec le néocortex, permettant des comportements sociaux, l'utilisation d'outils, la résolution de problèmes et l'évolution du langage. Le langage ne se limite pas aux mots. Il implique des symboles, une grammaire, des nuances, voire la tromperie, facilitant la transmission du savoir au-delà de l'héritage génétique. Cette voie évolutive a eu un impact profond, influençant les développements culturels, les récits historiques, les découvertes scientifiques et même votre consommation actuelle de podcasts avant de dormir. Au niveau cellulaire, le cerveau fonctionne grâce aux neurones, des cellules spécialisées qui transmettent des impulsions électriques le long de leur structure et à travers de minuscules espaces pour faciliter la communication au sein du cerveau. Les synapses sont de petites ouvertures dans le cerveau où les neurones communiquent entre eux. Le cerveau est composé d'environ 86 milliards de neurones, chacun établissant de nombreuses connexions, créant un réseau complexe de pensée. Les neurones ne se contentent pas de s'activer de manière aléatoire. Ils créent des circuits capables d'apprendre et de s'ajuster au fil du temps. Ce processus est à la base de la formation des habitudes, du renforcement des souvenirs et de votre capacité instinctive à vous repérer
dans l'obscurité. Les émotions sont également régulées par le cerveau et sont essentielles à la survie. Les émotions, telles que la peur, la joie, la colère et l'amour, ont permis à nos ancêtres de naviguer dans le danger, de créer des liens avec les autres et de déterminer leurs réponses face à différentes situations. Bien que le cerveau joue un rôle important, le système nerveux fonctionne dans tout le corps. Les nerfs périphériques s'étendent jusqu'à chaque extrémité, transmettant des signaux vers et depuis le cerveau. Le système nerveux autonome gère des fonctions comme la digestion, le rythme cardiaque et des réactions spontanées telles que la transpiration. Fait intéressant, il existe un réseau complexe de neurones dans l'intestin connu sous le nom de système nerveux entérique, souvent appelé le deuxième cerveau. Ce système peut fonctionner de manière indépendante et peut influencer l'humeur, expliquant l'origine des sensations intestinales. Malgré ses capacités remarquables, le cerveau n'est pas parfait et peut être sujet à des erreurs, des illusions et des moments de réflexion existentielle. Il confond parfois corrélation et causalité, interprète des visages dans des motifs aléatoires et peut vous faire oublier pourquoi vous êtes entré dans une pièce tout en conservant la mémoire de publicité dépassée. Ces excentricités font partie de la conception du cerveau, qui a évolué, non pas pour la perfection, mais pour l'adaptabilité et la survie. Capable, rapide, polyvalent et habile à survivre, le cerveau humain est le fruit de millénaires d'essais et d'ajustements. Depuis l'époque de la chasse dans les plaines, jusqu'à la composition d'œuvres littéraires intemporelles comme celle de Shakespeare, en passant par la tâche banale de se désabonner de newsletters non sollicités, le cerveau possède un héritage remarquable. Il nous permet de contempler nos propres pensées, entraînant un cycle de conscience de soi initié par l'évolution qui a ensuite progressé sans regarder en arrière. Alors, lorsque vous résolvez avec succès une énigme, versez des larmes en regardant un film ou vous plongez dans un rêve vif. Rappelez-vous que vous portez un héritage plus ancien que la langue, la raison et même la mémoire elle-même. Cet héritage comprend des réflexes et des neurones qui se sont progressivement développés au fil des époques pour nous permettre de ressentir des émotions, d'imaginer et finalement de comprendre. C'est vraiment fascinant à méditer. Allez-y, levez la main. Sérieusement, faites-la légèrement bouger. Bien que cela semble simple, ce geste résulte de millions d'années d'affinement évolutif. Chaque fois que vous appuyez sur un bouton, tournez une page ou tapotez affectueusement la tête de quelqu'un, vous utilisez l'une des créations les plus étonnantes de la nature. La main, dans une perspective plus large, cela s'étend aux membres avec agilité. Cette capacité a permis aux créatures de saisir, attraper, pousser, lancer et finalement taper des remarques pour dormir sur YouTube. Pour vraiment comprendre l'évolution des mains, il faut remonter non seulement aux primates, mais aussi aux poissons. Oui, des poissons. En rappelant notre rencontre dans un chapitre précédent avec des créatures comme Tiktaalik, l'espèce de transition possédant des nageoires avec des os internes, nous trouvons le plan fondamental. Ces nageoires contenaient déjà la structure de base, y compris un os important semblable à l'humérus, suivi de deux os plus petits semblables au radius et à l'ulna, ainsi que de nombreux petits os formant une sorte de poignet. Cette configuration sert de fondation. L'évolution ne repart pas de zéro à chaque nouveau membre, nageoire, bras, aile ou patte. Au contraire, elle remanie simplement ce qui est déjà là. Lorsque les vertébrés ont transitionné vers la Terre, leurs nageoires se sont transformées en membres, un changement motivé davantage par la fonction que par l'apparence. Les membres ont permis aux animaux de pousser, grimper, ramper et finalement marcher. Avec le temps, certains membres ont évolué pour passer d'un rôle d'aide au déplacement à celui d'assistance à la manipulation. Cette transition a conduit au développement de capacités de préhension. De nombreux animaux ont commencé à utiliser leurs membres comme outils pour saisir des branches, des proies, des partenaires ou même pour se gratter un démangeaison inaccessible. Alors que les premiers reptiles et amphibiens avaient des orteils et des griffes, la véritable dextérité manuelle est apparue chez les mammifères. Les mammifères ont évolué des doigts qui étaient non seulement agiles mais aussi sensibles,
permettant un contrôle précis. Cette avancée était particulièrement marquée chez les primates, qui regroupent donc les singes, les grands singes et les humains. Les primates sont connus pour leur importance accordée aux mains. Ils possèdent des pouces opposables, une caractéristique clé qui a considérablement élargi leur capacité. Essayez de prendre un crayon sans utiliser votre pouce. C'est une tâche difficile qui souligne la merveille des pouces opposables. Cette caractéristique nous permet de saisir fermement et de manipuler des objets avec une grande précision, que ce soit pour porter des sacs lourds ou enfiler des aiguilles. La flexibilité de nos mains nous a rendus très adaptables et performants. Bien que les humains excellent en dextérité manuelle, d'autres primates font également preuve d'une utilisation ingénieuse des outils. Par exemple, les chimpanzés utilisent des bâtons pour extraire des termites, les capucins cassent des noix avec des roches et les orang-outans fabriquent des parapluies en feuilles. Ces comportements démontrent un lien entre les compétences manuelles et les capacités cognitives. À mesure que les mains devenaient plus habiles, le cerveau devait évoluer en parallèle, entraînant une amélioration mutuelle. Plus la dextérité manuelle était grande, plus la gamme de problèmes pouvant être abordés efficacement s'élargissait. La résolution de tâches améliore les capacités de traitement du cerveau, créant ainsi un cycle d'innovation. Une dextérité accrue nécessite un fonctionnement cognitif supérieur, ce qui pousse à de nouvelles améliorations de la dextérité. Initialement utilisées pour des tâches simples comme l'escalade et la manipulation de nourriture, les mains ont évolué pour fabriquer des outils. Les outils en pierre représentent certains des premiers artefacts des ancêtres humains, façonnés à partir de simples éclats de roche pour couper et façonner. Avec le temps, les techniques ont été perfectionnées, aboutissant à des lames plus tranchantes, des pointes spécialisées et même des javelots pour lancer. La précision requise pour fabriquer des outils exigeait des mains fortes, mais méticuleuses, capables d'appliquer une pression précise. Les compétences motrices fines, rares chez la plupart des animaux, ont été développées à un niveau exceptionnel chez l'humain. Les outils ont non seulement servi à la survie, mais ont également suscité des avancées culturelles, menant à des pratiques culinaires qui ont adouci les aliments, réduit la taille de la mâchoire, permettant potentiellement d'avoir un cerveau plus grand. Des cerveaux plus volumineux ont ensuite facilité le développement du langage, de l'art et d'une large gamme de créations. Les mains ont joué un rôle essentiel dans ce processus, en tant qu'outil polyvalent à la fois pour l'action et l'expression. Qu'il s'agisse d'écrire, de dessiner, de jouer d'un instrument ou de construire des structures, les mains sont fondamentales dans les activités humaines, transmettant des émotions et une utilité. Elles possèdent une sensibilité tactile remarquable, notamment au niveau des doigts, ce qui aide à discerner texture et objets. La profondeur émotionnelle que procure le toucher ancre les individus dans la réalité, rendant la vie plus tangible. La totalité des mains, comprenant les pouces, les nerfs, les articulations flexibles et les mouvements expressifs, peut être retracée à travers le temps. De l'utilisation d'outils en pierre à la manipulation de smartphones, en passant par le balancement dans les arbres ou le défilement de playlists, vos mains incarnent tout le patrimoine de l'évolution des tétrapodes. Cette conception complexe, qui a évolué sur des milliards d'années, continue de progresser et de s'adapter. Ainsi, la prochaine fois que vous direz au revoir, que vous échangerez un high five avec un ami, ou que vous poserez votre menton dans votre paume en vous endormant, réfléchissez au fait que ces actions apparemment simples sont profondes. Ils sont le sommet de créatures qui ont grimpé, construit, moulé, et on va falloir l'imaginer. En un sens, chaque geste effectué par vos mains fait silencieusement écho à la première nageoire qui a touché la terre. Prenons un moment pour apprécier votre système digestif en silence, sans aucune grandeur. Ce système fonctionne depuis avant votre naissance, transformant des sandwichs en cellules, des pommes en énergie et des burritos avec courage. Bien qu'il ne soit pas glamour, il joue un rôle indispensable et profondément ancien. Malgré son apparence moderne et, espérons-le, son fonctionnement efficace, votre système digestif est que le résultat d'un voyage évolutif qui a commencé il y a plus d'1 milliard d'années avec une question fondamentale.
Comment puis-je transformer la nourriture en moi-même? Au début, lors des premières étapes de la diplomie, la solution était simple. Les organismes unicellulaires absorbent directement les nutriments à travers leurs membranes. Lorsqu'on ne fait que quelques micromètres de large, l'osmose et la diffusion suffisent pour se procurer du carburant. Il n'est pas nécessaire de mâcher ou de rôter. Il suffit que des molécules glissent pour soutenir votre existence. Cependant, à mesure que la vie évoluait vers des formes plus sophistiquées et multicellulaires, cette méthode n'était plus suffisante. Les organismes plus grands nécessitaient un mécanisme pour acquérir de la nourriture, la décomposer et la distribuer là où elle était nécessaire. Voici la réponse de l'évolution du tube digestif. Le tube digestif discret, ouvert d'un côté, fermé de l'autre, ou idéalement ouvert aux deux extrémités, est parmi les adaptations les plus raffinées et durables. Dans le monde complexe de la biologie, on peut observer une conception remarquable dans le système digestif. La nourriture entre par une extrémité, les nutriments sont absorbés et les déchets sortent par l'autre extrémité, créant un processus fonctionnel et efficace. Souvent appelé le tapis roulant original de la nature, ce système a été d'abord mis en évidence par des organismes primitifs comme les vers. Avec le temps, l'évolution a encore développé ce concept. Diverses espèces ont adapté et personnalisé ce tractus digestif au cours de millions d'années pour répondre à leur régime alimentaire, environnement et habitudes spécifiques. En commençant par l'avant de ce système, la bouche a évolué sous différentes formes et structures, allant des tentacules des méduses au bec des oiseaux, en passant par les lèvres humaines. Malgré leurs différences, toutes les bouches partagent la tâche commune de la digestion mécanique, qui consiste simplement à mâcher la nourriture. En décomposant la nourriture en particules plus petites, la surface d'échange est augmentée, permettant aux enzymes de fonctionner plus efficacement. Les enzymes présentes dans la salive, telles que l'amylase, initient la dégradation des glucides même avant que la nourriture ne soit complètement avalée. Ce processus de digestion précoce témoigne de la préparation efficace du corps face à la nourriture que vous consommez. En passant par l'œsophage, la nourriture est propulsée par la péristaltique, une contraction musculaire rythmée qui facilite son passage en douceur. Contrairement à la croyance populaire, la déglutition peut encore se produire, même si l'on est en position inversée, car l'œsophage joue un rôle crucial dans ce processus, en surmontant les défis liés à la gravité. Une fois arrivé dans l'estomac, le véritable voyage de la digestion commence. L'estomac, un organe musculaire puissant, contient de l'acide chlorhydrique et des enzymes digestives, qui décomposent ensemble la nourriture en une substance semi-liquide appelée chyme. Cet environnement acide aide non seulement à la dégradation des aliments, mais sert également de mécanisme de défense, en éliminant les bactéries nuisibles ingérées à l'insu de l'organisme. En conclusion, la conception complexe du système digestif met en évidence l'efficacité et l'adaptabilité des organismes vivants à leur environnement et à leurs besoins alimentaires. Un voyage à l'hôpital est souvent le résultat d'une douleur à l'estomac. Après avoir quitté l'estomac, la nourriture passe dans l'intestin grêle qui mesure en moyenne environ 6 mètres, 20 pieds chez l'adulte. Dans cette section, les enzymes du pancréas et la bile du foie travaillent ensemble pour décomposer les graisses, les protéines et les glucides en molécules pouvant être absorbées. L'intestin grêle est tapissé de millions de petites structures en forme de doigts appelées villosités et microvillosités, qui augmentent la surface d'absorption pour une absorption optimale des nutriments. Imaginez transformer l'intérieur lisse d'un tuyau d'arrosage dans la surface texturée d'un tapis shaggy. De manière efficace, les nutriments sont absorbés par la circulation sanguine et distribués aux différentes parties du corps selon les besoins. Le glucose alimente les muscles, les acides aminés participent à la synthèse des protéines et les graisses sont stockées ou utilisées pour l'isolation. L'intestin grêle joue un rôle crucial, mais souvent négligé dans le système métabolique. En passant dans le gros intestin, les choses commencent à ralentir. Ici, l'objectif principal passe de l'absorption à la récupération de l'eau et à la gestion des déchets. Le gros intestin extrait l'excès d'eau et d'électrolytes, compacte le reste du matériel et le prépare à l'élimination. Cette tâche peut ne pas être glamour, mais elle est cruciale.
De plus, le gros intestin est l'endroit où réside votre microbiome intestinal. Une vaste communauté de bactéries qui aident à la digestion, produit des vitamines et régule même le humeur. Surprenamment, l'intestin et le cerveau communiquent en permanence via l'axe intestin-cerveau, influençant mutuellement leurs fonctions. Avez-vous déjà eu un pressentiment ou perdu votre appétit à cause du stress? C'est votre système digestif qui réagit à votre état émotionnel. Bien que nous perceptions que nos décisions viennent du cerveau, l'intestin a également son mot à dire. Au cours de l'évolution, divers animaux ont adapté leur système digestif pour répondre à des régimes alimentaires très différents. Les carnivores, comme les lions, ont des intestins courts et acides pour une digestion rapide de la viande. Tandis que les herbivores, comme les vaches, possèdent de longs intestins et parfois plusieurs estomacs pour décomposer la matière végétale. Coriacées. La nourriture est fermentée dans la plaçant dans des chambres contenant des microbes avant d'être digérée. Les humains, quant à eux, disposent d'un système digestif qui se situe entre celui des carnivores et celui des herbivores. Il se compose d'un mélange d'acides, d'enzymes et d'autres composants qui nous permettent de consommer une variété d'aliments tels que les fruits, la viande, les céréales, les légumineuses et parfois même des plaisirs coupables comme des paquets entiers de biscuits tard dans la nuit. Tout au long de l'histoire, la digestion humaine a évolué parallèlement aux techniques de cuisson et aux pratiques culturelles. Nos ancêtres ont commencé à cuire leur nourriture, ce qui facilitait leur consommation. Et ce changement a entraîné des modifications dans notre physiologie, notamment le rétrécissement des dents et l'augmentation de la taille du cerveau. Les heures des repas sont devenus non seulement une question de survie, mais aussi des rassemblements sociaux impliquant des histoires et des liens. Notre langage, nos coutumes et même nos cuisines sont influencées par ce que nous mangeons et la façon dont nous le traitons. Donc, la prochaine fois que vous vous asseyez pour un repas ou que vous savourez une tasse de thé avant de dormir, gardez à l'esprit les processus sophistiqués qui se déroulent dans votre corps. Des enzymes qui décomposent la nourriture au voyage à travers votre système digestif. La sensation de satisfaction après un repas copieux et un esprit paisible est la manière dont la nature reconnaît votre survie. Peut-être suggère-t-elle que vous alliez faire une promenade. Marcher sur deux jambes est une capacité unique qui distingue les humains des autres créatures sur Terre. Ce n'est pas seulement un acte physique, mais une caractéristique définissant notre espèce. La raison pour laquelle les premiers humains ont commencé à marcher debout reste un mystère, mais cela a probablement joué un rôle important dans notre évolution. Une combinaison de changements environnementaux, d'opportunités évolutives et un peu d'essais et d'erreurs a conduit à un développement intéressant. Faisons un voyage en arrière de plusieurs millions d'années jusqu'aux forêts et aux savanes d'Afrique. Nos ancêtres, semblables aux singes modernes, passaient probablement beaucoup de temps dans les arbres, à grimper, à chercher de la nourriture et à éviter les prédateurs. Cependant, un changement climatique s'est produit. Les forêts se sont progressivement transformées en savanes ouvertes, avec moins d'arbres et plus d'espace dégagé. Ce changement offrait des avantages aux primates qui devaient repérer les dangers ou atteindre des sources de nourriture éloignées. Adopter une posture verticale offrait aux premiers hominidés une meilleure vue, notamment au-dessus des hautes herbes, et libérer leurs mains pour diverses activités comme porter de la nourriture, utiliser des outils, tenir leur progéniture. Finalement pointer lors de présentations. L'évolution de la bipédie impliquait plus que simplement se tenir debout. Elle nécessitait une refonte complète de notre structure physique. La colonne vertébrale, par exemple, a dû évoluer d'une structure principalement droite à une courbe en forme de S pour soutenir le poids du tronc en position verticale et absorber les chocs lors de la marche. Cette conception, bénéfique pour l'équilibre, comporte également des inconvénients tels que des douleurs lombaires et des disques glissés. De plus, des modifications du bassin ont été nécessaires pour soutenir les organes internes et maintenir la stabilité en position debout, conduisant à une structure plus courte et plus large. Bien que cet ajustement ait rendu la marche plus efficace, il a également posé des défis lors de l'accouchement en raison d'un canal de naissance plus étroit et de têtes de bébés plus grosses
dues à l'augmentation de la taille de notre cerveau. D'autres adaptations comprenaient des jambes plus longues, des fémurs inclinés pour un meilleur équilibre et des genoux verrouillables pour faciliter le mouvement en position verticale. Les pieds ont également subi des changements importants. L'orteil gros, qui était autrefois utilisé pour grimper aux arbres, s'est déplacé vers l'avant pour offrir une base plus stable. Les arches se sont développées pour mieux supporter la pression de la marche, et les calcanéums sont devenus plus épais pour absorber les chocs. Essentiellement, l'évolution a transformé notre pied d'un outil d'escalade en un amortisseur de choc mobile. De plus, le crâne a dû ajuster son équilibre et son inclinaison. Le foramen magnum, l'ouverture par laquelle la moelle épinière quitte le crâne, s'est déplacée vers le dessous au lieu d'être derrière, assurant que nos têtes restent équilibrées au-dessus de nos colonnes vertébrales plutôt que de dépasser vers l'avant comme un sac à dos qui glisse. Lorsque toutes ces adaptations se combinent, elles forment un corps conçu de manière unique pour la marche verticale, nous permettant de parcourir de longues distances de manière régulière. Les mains libres, la tête haute. La bipédie nous a permis d'explorer plus loin, de détecter plus tôt les menaces et de porter des objets avec facilité, tels que des outils, de la nourriture, des bébés et des histoires. L'émergence des outils en pierre peu après la transition vers la marche debout n'était pas une coïncidence. L'utilisation des mains nous a libérés pour façonner notre environnement plutôt que de simplement y réagir. Fait intéressant, marcher debout a peut-être aussi aidé nos ancêtres à rester au frais. En se tenant droit, moins de corps est exposé à la lumière directe du soleil, le plaçant plus haut au-dessus du sol chaud, ce qui améliore l'efficacité de la transpiration comme mécanisme de refroidissement, surtout avec peu de poils corporels. Par conséquent, malgré sa nature inhabituelle, la bipédie était une stratégie de survie cruciale. Néanmoins, il existe des inconvénients à la bipédie, notamment des douleurs au dos, des problèmes de genoux, des affections de la hanche et des chutes occasionnelles. Alors que les créatures à quatre pattes ont généralement une meilleure stabilité, nous avons échangé cela contre une plus grande embauche d'adaptabilité. En fin de compte, le risque s'est avéré précieux, car la transition vers la marche verticale a initié une série de changements importants. Une transformation significative s'est produite, entraînant des périodes d'enfance plus longues en raison du fait que les bébés humains naissent moins développés, ce qui offre davantage d'opportunités d'apprentissage, de liens affectifs et de développement social. Nos ancêtres participaient à des activités communautaires telles que partager de la nourriture, raconter des histoires et se rassembler autour de feux, tout en étant assis sur leurs os de la queue désormais fragile. L'acte de se tenir debout a été le catalyseur, avec le langage, les outils et la culture alimentant de nouvelles avancées. La marche est instinctive, comme le montrent les bébés qui exhibent des réflexes de marche avant de maîtriser la position assise. Après quelques tentatives maladroites, ils font leur premier pas, une étape universellement célébrée par les parents du monde entier. La bipédie est profondément ancrée en nous, tout comme nos empreintes digitales uniques. Elle a facilité nos mouvements, notre survie, notre exploration et la colonisation de tous les continents. Bien qu'elle ne soit pas aussi spectaculaire que le vol ou l'écolocation, elle y est durable, résolue et intrinsèquement humaine. Chaque promenade vers la cuisine, l'arrêt de bus ou le long d'un chemin paisible est une démonstration remarquable d'équilibre, de coordination et d'ingénierie ancienne. Cela sert de reconstitution de l'une des expériences les plus audacieuses de l'évolution, qui s'est avérée couronnée de succès. Contemplez non seulement votre reflet, mais aussi les outils expressifs complexes que l'évolution a dotés à votre visage. Vos sourcils, lèvres et yeux peuvent transmettre une gamme d'émotions, et votre voix porte une symphonie de sentiments, d'intentions et de connexions. Adoptez le récit du corps communautaire, illustrant comment l'évolution nous a façonnés non seulement pour survivre, mais aussi pour nous connecter. Être très sociaux, les humains excellents dans les groupes, en établissant des familles, des tribus, des communautés et des civilisations. Collaborer, rivaliser, consoler et communiquer font tous partie de notre nature, soutenus par un corps conçu pour l'interaction sociale par l'évolution. Le visage
humain est particulièrement expressif, avec environ 43 muscles faciaux capables de produire une large gamme d'expressions subtiles, ce qui nous distingue de la plupart des animaux. Cette capacité à transmettre des émotions sans agressivité est essentielle dans une espèce qui valorise la coopération, car elle aide à naviguer dans les dynamiques sociales, favorisant les amitiés et évitant les conflits. Un trait humain unique, comme le fait de rougir, sert d'indicateur visible de malaise émotionnel, considéré comme un signal non verbal d'excuse, admettant la faute et exprimant le regret sans mots. En revanche, le sourire largement reconnu, y compris le sourire de Duchesne authentique impliquant les yeux, transmet sécurité, chaleur et sincérité, contrastant avec ses connotations menaçantes dans d'autres espèces. Les yeux humains, avec leur blanc visible, facilitent l'attention partagée, essentielle pour l'apprentissage et l'empathie, mettant davantage en évidence notre nature sociale. La communication silencieuse entre nous est intrigante. Lors des réunions, nous échangeons des regards qui en disent long. Cependant, les expressions faciales ne sont que le début. Approfondissons le sujet de la voix. La voix humaine est un produit incroyable de l'évolution. Nous possédons la capacité unique parmi les espèces de produire une grande variété de sons vocaux avec précision. Notre larynx, situé plus bas dans la gorge par rapport à la plupart des animaux, nous offre une gamme plus étendue de tonalités et de hauteurs. Malgré le risque accru d'étouffement, cette caractéristique évolutive s'est avérée très bénéfique en nous permettant de développer la parole. La langue ne nous a pas seulement permis de nommer les choses, mais aussi de partager des idées, de transmettre des émotions, de transférer des connaissances et de coordonner des activités complexes en groupe. Grâce à la langue, la culture a prospéré, avec l'émergence d'histoires, de traditions et même de commérages, qui pourraient être considérés comme une forme primitive de médias sociaux. Au-delà des mots, la voix humaine transmet le sens par la tonalité, la cadence et le volume. Nous pouvons discerner des sentiments tels que la colère, l'humour, la fatigue ou la tromperie à partir de la voix de quelqu'un, souvent avant qu'il ne termine sa phrase. Un simple salut peut transmettre diverses émotions comme la convivialité, le sarcasme, la confusion ou la lassitude en fonction de son intonation. L'évolution nous a également rendus très sensibles aux nuances tonales. Les bébés, par exemple, réagissent positivement à la voix mélodieuse et aiguë couramment utilisée par les adultes lorsqu'ils parlent aux nourrissons, ce qui montre que cette réponse n'est pas seulement une caractéristique culturelle, mais aussi une réponse biologique. La recherche indique que les bébés issus de cultures diverses réagissent favorablement à un discours mélodieux et aigu, comme un signal que l'interlocuteur prend soin d'eux. De plus, le toucher représente la forme de communication la plus fondamentale. Même avant le langage et les gestes, il y avait le contact physique. Que ce soit une mère berçant son nouveau-né, un ami offrant une touche réconfortante sur votre épaule ou un partenaire vous serrant dans ses bras, ces actions ne sont pas simplement des gestes mais déclenchent des réactions neurochimiques. Le toucher stimule la libération d'ocytocine, connue sous le nom d'hormone du lien, qui favorise la confiance et l'intimité émotionnelle. Il est compréhensible que l'affection physique joue un rôle important dans les interactions humaines. La sensation d'isolement peut être très pénible. Les êtres humains sont intrinsèquement programmés pour rechercher des connexions avec les autres. Diverses formes de communication, telles que les expressions faciales, les tonalités vocales, le langage corporel et le toucher, composent le système social complexe qui unit notre espèce. Bien que l'évolution soit souvent perçue comme une lutte pour la survie, où seuls les plus forts survivent, la coopération a également joué un rôle essentiel. Partager, empathier et collaborer nous ont permis d'accomplir de grandes réalisations, comme construire des villes, lancer des satellites dans l'espace et même profiter de vidéos éducatives en pyjama avant le coucher. Nos émotions, qui peuvent parfois être imprévisibles, ont des racines profondes dans le renforcement des liens sociaux. La peur sert de mécanisme de protection. La joie rapproche les gens. La culpabilité nous motive à faire amende honorable. L'amour, sous ses différentes formes, agit comme un adhésif puissant qui maintient les relations au sein des groupes, des familles et des partenariats. Nous exhibons des larmes visibles lorsque nous pleurons
partageons un rire contagieux et ressentons de l'embarras par procuration. Nos systèmes nerveux sont finement ajustés non seulement pour la survie, mais aussi pour établir des connexions avec les autres. Vous êtes essentiellement un être social, dont la biologie a été façonnée au cours de millions d'années par des interactions, des signaux, des réponses et des moments partagés. La prochaine fois que vous échangez un sourire avec un ami, que vous rougissez dans une foule, ou que vous êtes ému lorsque quelqu'un vous parle avec gentillesse, rappelez-vous que ces expériences ne sont pas de simples sentiments. Elles représentent des triomphes de l'évolution. Elles témoignent du fait que nous n'avons pas seulement évolué pour devenir plus forts ou plus intelligents, mais aussi pour nous rapprocher les uns des autres. Dans un monde qui peut parfois sembler chaotique, solitaire ou accablant, il peut vous réconforter de réfléchir à cette idée avant de vous endormir. Vous êtes une amalgamation unique d'atomes, respirant, clignant des yeux et rêvant, façonnés au fil du temps par d'innombrables forces qui n'avaient jamais eu l'intention de donner naissance à votre existence. Et pourtant, vous êtes là. Votre corps est un témoignage vivant des processus innovants de l'évolution. Chaque battement de cœur, chaque pas que vous faites, et même un simple bâillement sont des échos subtils du passé, un rappel de l'incroyable parcours du développement cellulaire. Le processus d'évolution a conduit à la coopération, aux nageoires se transformant en os, aux créatures devenant plus grandes et aux esprits développant la capacité de ressentir et de comprendre. Depuis l'origine de la vie dans les océans anciens jusqu'au léger sourire sur le visage d'un humain contemporain, l'évolution a façonné les individus de manière profonde et nuancée. Elle a créé des poumons pour respirer l'air, des cœurs pour pomper le sang, des mains pour saisir et construire, des yeux pour percevoir la beauté et un cerveau pour contempler le monde. Vous n'êtes pas simplement le résultat de l'évolution. Vous en êtes aussi le narrateur, le gardien et peut-être son observateur silencieux. L'aspect remarquable, c'est que vous n'avez pas besoin d'accomplir des tâches extraordinaires pour être extraordinaire. Exister simplement et respirer tranquillement dans l'obscurité, en absorbant l'histoire de vos origines, suffit. En concluant ce voyage ensemble, je suis curieux de savoir d'où vous regardez ce soir et l'heure qu'il est dans votre région du monde. Partagez cette information dans les commentaires, rappelle que, bien que nous soyons influencés par le passé, nous sommes aussi connectés dans ce moment présent. Si vous avez apprécié cette exploration tranquille de votre histoire biologique, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aux Scientifiques Endormis et à nous rejoindre pour le prochain voyage, captivant à travers les récits scientifiques et une touche de merveille. En attendant, repose-toi bien, prends soin de ton corps merveilleusement évolué et continue sans cesse à nourrir ta curiosité. Bonne nuit.